Bonjour à toutes et à tous, je suis Hassan Moubarak et vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Le 15 avril 2019, en fin d'après-midi, un incendie se déclara à la cathédrale Notre-Dame de Paris et progressa rapidement sous le regard des passants parisiens et des téléspectateurs du monde entier. La flèche surmontant la croisée du transept, œuvre de Viollet-le-Duc, s'effondra à 19h50. Le risque existe alors de voir tout le bâtiment dévoré par les flammes. L'intervention des sapeurs-pompiers permettra de maîtriser l'incendie vers 4h du matin et de le déclarer éteint après 15 heures d'efforts. Le jour du sinistre, le président Macron annonce que la cathédrale sera reconstruite en 5 ans. Et grâce au savoir-faire des artisans français et de la mobilisation des donateurs, l'édifice sera rouvert au public ce dimanche 8 décembre 2024. C'est pour évoquer l'histoire de la cathédrale et les découvertes du chantier que j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Claude Gauvard aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Avant de vous présenter, je voudrais signaler à nos auditrices et à nos auditeurs que nous terminerons cet épisode par une intervention de mon ami Adrien, créateur et animateur du projet littéraire Mémoire d'Adrien, que nous avons l'habitude d'inviter dans ce podcast et qui a préparé une chronique sur la représentation de Notre-Dame dans la littérature, au-delà bien sûr du chef-d'œuvre de Victor Hugo, donc restez avec nous. Claude Gauvard, vous êtes donc historienne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je signale que vous avez dirigé avec Boris Bov un ouvrage collectif paru chez Belin en 2022 intitulé « Notre-Dame, une cathédrale dans la ville ». Et vous venez de publier un Que sais-je, Notre-Dame de Paris, donc aux éditions des Presses universitaires de France. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Ma première question, c'est sur ce que vous faisiez le 15 avril 2019, parce que c'est une date qui est entrée dans la mémoire collective, un peu à l'instar du 11 septembre 2001. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez ce jour-là ? Tout à fait. J'étais dans ma maison à la campagne et nous rentrions vers Paris, justement. Et bon, mon mari me dit « Notre-Dame brûle ». Et là, j'ai à peine pu regarder l'image sur le portable, tellement j'étais secouée. J'ai pleuré, mais d'un coup. Et je sais que, justement, mon mari m'a dit, mais c'est pas un membre de ta famille qui meurt. C'était comme si c'était un membre de ma famille. Parce que cette cathédrale, ce monument, c'est probablement, moi qui suis médiéviste, celui que je préfère dans Paris depuis longtemps. Et j'ai déjà écrit auparavant des monographies sur Notre-Dame, par plaisir, parce que c'est pas du tout ma spécialité. Je suis spécialiste de l'histoire de la justice, de la société et de la vie politique du Moyen-Âge, mais Notre-Dame, c'est aussi... je suis parisienne, je suis citoyenne, et bon, sans croyance. Et c'est le bâtiment où je m'arrêtais, beaucoup en allant des archives jusqu'à la Sorbonne, vous voyez, à pied. Voilà. Et vous êtes allé voir sur place en arrivant à Paris ? Alors non, impossible. C'était impossible pour moi. J'étais paralysée, vraiment paralysée. Et quand j'ai appris que les pompiers avaient sauvé la tour nord, puisque c'est là... C'est là où s'est déclaré l'incendie. Ouais, voilà, et puis ils sauvaient la tour nord, Notre-Dame était sauvée. Voilà. Donc merci vraiment... à ces hommes et ces femmes, parce qu'il y avait aussi des femmes, qui ont vraiment réussi à sauver la cathédrale, parce que les cloches tombant, c'était fini. C'est vrai que les images étaient impressionnantes, mais la cathédrale ne s'est pas effondrée. Quelle est l'étendue réelle des dégâts ? Les dégâts sont énormes quand même, parce que toute la toiture est partie. Et puis, il y a des voûtes maîtresses qui s'est effondrée. Sous justement le choc de la flèche, et le sol aussi a été... bon. Alors, j'ai appris très vite que la clôture n'était pas touchée, et par conséquent, c'était déjà énorme pour moi, ça. Vous voyez ? En tout cas, bon, à quelque chose, malheur est bon. Oui, on verra ce qu'ont permis les découvertes permises par le chantier un peu plus tard dans l'entretien. Je voudrais revenir sur quelques jalons historiques pour permettre à nos auditrices et nos éditeurs de comprendre un peu mieux les événements de cette cathédrale. La construction de la cathédrale gothique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été entreprise en 1160 par l'évêque Maurice de Sully. Qu'est-ce qu'il y avait avant et pourquoi construit-on une nouvelle cathédrale ? Alors voilà, c'est une très belle question, parce que la cathédrale finalement est relativement mal connue. Hein, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand même... Alors, ça fait à peu près 800 ans, vous voyez ? Bon. Mais il y a 800 ans avant, sur lesquels on n'a pas beaucoup de repères, parce qu'il n'y a pas eu de fouilles, ou très peu, par hasard. C'était des fouilles, si vous voyez, exceptionnelles, parce qu'on a fait le parvis. Alors ça, il y a la crypte
que tout le monde peut aller voir, qui permet de bien comprendre les choses. Il y a eu quelques fouilles. La première, c'est en 1711, par hasard, vous voyez. Donc, ça n'a jamais été systématique et scientifique. Donc, c'est la première fouille, sont les premières fouilles vraiment scientifiques sur une grosse partie du sol de la cathédrale. Donc, comme vous le disiez, si vous voulez, d'un malheur, ça va sortir probablement un bien scientifique. Donc, avant Maurice de Sully, il y a eu au moins 3 et peut-être 4 bâtiments. Un premier bâtiment paléo-chrétien, on voit apparaître une ecclésia dans les textes à partir du IVe siècle. Ensuite, donc ça c'est le bâtiment paléo-chrétien sans doute, mais il y a un concile qui se tient en 360. Il ne se tient pas à Notre-Dame, probablement parce que le bâtiment est trop petit. Il se tient dans une église qui est à côté de Saint-Médard, beaucoup plus grande, sans doute. Et puis, il y a un bâtiment carolingien dont on est sûr, en IXe siècle, puisque là, on a retrouvé quand même dans les fouilles, justement, l'abside, etc. Donc, on sait qu'il y a eu un bâtiment carolingien. Et entre les deux, il est possible que les Mérovingiens aient remis au goût du jour aussi le bâtiment paléo-chrétien, ou construit même une nouvelle église. On a des éléments, en particulier les colonnes de marbre qui correspondent à ce bâtiment, la description de ce bâtiment par Fortunat au VIe siècle, mais ces colonnes sont des réemplois antiques. Alors, vous voyez, donc on peut pas arriver à dater. Mais il est probable qu'il y a eu sous les Mérovingiens un bâtiment, parce que c'était pas suffisamment, éclatant. Donc, les Carolingiens, ça c'est sûr, au IXe siècle. Et puis, une église romane qui a été entreprise et dont on a un vestige formidable, qui est le portail Sainte-Anne, qui est un réemploi de la cathédrale romane. Donc, quand Maurice de Sully arrive, la cathédrale romane existe. On sait même que Sugère a donné un vitrail. Sugère, l'abbaye de Saint-Denis. L'abbaye de Saint-Denis a donné un vitrail pour la Vierge, donc elle existe. Et on a donc ce très beau portail Sainte-Anne qui donc est sur le côté sud de la façade. Mais on ne sait pas grand-chose de tous ces bâtiments. C'est par une étude très serrée des rapports de fouilles quand même qui ont été faits. Il ne faut pas non plus exagérer sur disant que ça n'a pas été totalement scientifique. Et puis là, on va en savoir peut-être plus avec les résultats des fouilles actuelles. La particularité de Notre-Dame, en tout cas, vous l'écrivez, c'est que c'est la première à être construite entièrement dans un style gothique, ce style architectural qui fait suite à l'art roman, et donc c'est la première à être entièrement en style gothique. On sait que les travaux s'échelonnent, vous l'écrivez, sur environ un siècle pour l'œuvre principale, et c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, de là d'où vient l'expression « attendre 107 ans ». Non, c'est peut-être. Peut-être, je crois que c'est ça. Et puis ensuite, les finitions durent un siècle de plus. Donc en gros, 2 siècles pour arriver au XIIIe siècle. Mais le style architectural est assez homogène. Ah oui. Alors, c'est homogène. Il y a eu des reprises. Et on a, comment dire... Oui, c'est la seule qui soit vraiment... La première qui soit en style gothique. La première qui soit en style gothique. Il y avait eu des balbutiements du gothique à la cathédrale de Sens. Les voûtes sexpartites. Il y en a eu à Saint-Denis, grâce à Sugère aussi. Il y en a eu même des balbutiements à Saint-Martin-des-Champs, qu'on peut voir encore, à Paris. Mais c'est la première qui soit vraiment entièrement conçue en gothique. Alors la question est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on passe brutalement, en quelque sorte, d'une église romane qui était sans doute tout à fait convenable au gothique? Alors ma réponse, elle est très complexe. Parce que je dis souvent que Maurice de Sully a été quelqu'un de génial, d'autant plus et son épiscopat dure de 1160 à 1196, donc c'est quand même c'est assez long. Très long, et ça permet de faire des choses. Mais ça n'est pas un seul homme. C'est un bouillonnement parisien. Voilà. Je crois que Notre-Dame, elle est le résultat du bouillonnement parisien des idées. C'est le fruit, si vous voulez, de la dialectique instituée par Abélard. Donc là, on est plutôt au début du XIIe siècle, mais qui a été continué, qui a été prolongé et amplifié par les successeurs, qui sont tous des pionniers. En particulier, on pense à quelqu'un comme Pierre Lombard, le livre des sentences, qui est un livre de base de la vie religieuse
à l'époque médiévale et bien au-delà. C'est lui qui a inventé, en quelque sorte, si vous voulez, le consentement des époux, par exemple. Donc on a une transformation là de la vie intellectuelle qui fait que ce bouillonnement est très sensible. Et on a une école cathédrale qui vraiment se développe. Et dans le livre que nous avons que j'ai dirigé avec Boris Bove, il y a un article justement de Thierry Couamet sur l'école cathédrale à cette époque qui n'avait jamais été fait. On ignorait vraiment les prémices quelque part de cette école cathédrale au XIIe siècle. Donc c'est un lieu où on pense, et c'est un lieu où on est avide des idées modernes, et en particulier de l'idée de hiérarchie céleste qui fait que la lumière vient de Dieu, Dieu la transmet de façon hiérarchique jusqu'aux fidèles par le biais justement du clergé. Et le clergé est là, dans une hiérarchie qui va du prélat jusqu'au simple clerc pour transmettre cette image divine qui est aussi une image de lumière. Et l'art gothique, c'est un art de la lumière. Justement, on peut parler de l'organisation du clergé parce que le pouvoir sur et dans la cathédrale est partagé entre l'évêque d'un côté et le chapitre qui comprend 51 chanoines. C'est pas le plus grand chapitre de l'époque d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les rôles attribués à chacun ? Oui, bien sûr. Justement, l'évêque, à l'époque qui nous intéresse, là, au moment de la fondation, l'évêque n'est pas un archevêque. Oui, ça dépend de Sens, c'est ça ? Ça dépend de Sens. Et il faut attendre 1622 pour que la cathédrale devienne archevêché. Mais c'est quand même un évêque. Il est au sommet de la hiérarchie et il est entouré de chanoines. Ça, c'est une règle qui a été instituée justement sous les Carolingiens. Ces chanoines sont là pour faire le service divin. La liturgie, c'est ça. Le service divin dont je parlais tout à l'heure en disant qu'ils étaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, ils prient. Ils sont là pour prier. Ce ne sont pas des moines. Ce sont des chanoines, c'est-à-dire qu'ils ont des maisons individuelles qui sont installées dans l'enclos canonial qui est attenant à la cathédrale au nord-est. Et ces chanoines, donc 51, comme vous l'avez dit, c'est pas le plus gros, mais ça c'est pas grave, mais ces chanoines sont quand même chanoines de Paris. Et à partir de Philippe Auguste, quand la cathédrale devient la cathédrale de la capitale du royaume quand même. Donc c'est quand même aussi un titre très honorifique. Alors, eux, ils prient, et c'est pour ça qu'ils sont installés dans le chœur. Ils prient selon la liturgie normale, les matines jusqu'aux vêpres, et ils chantent, donc très important, le chant à Notre-Dame, la musique est très importante, et ils sont là pour, non pas pour prêcher, ils sont là pour étudier la parole divine. Donc, pour la plupart, ces chanoines sont formés à l'université, quand l'université est créée à partir du XIIIe siècle. Ils sont formés à l'université, aux arts libéraux, et pour beaucoup, à la théologie. Alors, 16% au XIVe. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais si, c'est beaucoup, parce que la théologie, il y a très peu de théologiens. Donc, on a une cathédrale qui est intellectuellement à la pointe quand même du progrès de la pensée médiévale. Voilà. Oui, et ce que vous écrivez, c'est que la cathédrale, elle a été pensée et destinée aux clères, justement. Tout à fait. Oui, forcément. Bah oui. Et comment elle s'ouvre aux fidèles alors ? Alors, elle est pensée pour les clercs, et les clercs peuvent s'occuper des fidèles, qui eux occupent la nef et déambulent dans le déambulatoire. Ça, ils peuvent y accéder, mais ils n'accèdent pas au chœur. Le chœur étant divisé d'ailleurs entre deux, l'évêque qui a le grand autel tout au fond, près des reliques de Saint-Marcel, et les chanoines qui sont donc installés dans les stalles, stalles hautes et stalles basses, parce qu'il y a une grosse hiérarchie. Donc on a des fidèles qui sont séparés des clercs. En même temps, ils sont avec les clercs, parce qu'il y a des messes qui peuvent être dites dans les chapelles, et là il y a des chapelains et une foule de clercs, difficile à compter, mais c'est de l'ordre de plusieurs centaines. Donc des clercs qui célèbrent les offices sur le côté. Et puis, vous avez la prédication quand même, aussi. Et l'évêque prêche. Et Maurice de Sully a écrit, en même temps qu'il a fait construire la cathédrale, il a
écrit des sermons pour initier les curés à ce qu'ils devaient dire aux fidèles. Vous voyez ? Donc, vous voyez cette hiérarchie, cet emboîtement dont je parlais tout à l'heure, du haut vers le bas. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout cela a été possible parce que l'évêque et les chanoines avaient beaucoup d'argent. Oui, d'ailleurs, c'est les revenus du domaine séculier de l'abbaye, de l'évêché, qui ont permis de construire la cathédrale. Absolument. Alors, la cathédrale a été construite grâce aux biens temporels, comme vous venez de le dire, qui sont situés de l'évêque, mais aussi des chanoines, qui sont situés, mais surtout de l'évêque, qui sont situés en Île-de-France, dans une région qui est à la pointe du progrès économique au XIIe siècle, très riche, céréales, bois, vignes. On oublie toujours le vin, mais en grande quantité en Île-de-France, sur les coteaux, partout, c'est couvert de vignes, en plein défrichement, vous voyez, donc en pleine expansion. Et quand on dit il faut savoir d'où viennent les bois de la Charpente, moi je vous dis, les bois de la Charpente, ils viennent d'Île-de-France. Ce que ne sera pas la Charpente actuelle, puisqu'elle vient de toute la France. Oui. Voilà. C'est très intéressant de faire la différence. Oui, bien sûr, parce que la cathédrale est devenue aussi celle de toute la France. Voilà, exactement. Donc la Charpente sera de toute la France, mais à l'époque médiévale, elle était Bon, alors, nos scientifiques vont analyser les bois. On va savoir exactement d'où ça vient. Mais bon, je ne crois pas me tromper en disant que c'est de l'Île-de-France. Alors, je ne sais pas de quelle forêt exactement. Ça peut être la forêt de Crécy, ça peut être la forêt de Compiègne. Bon, peu importe. Enfin, Fontainebleau, voilà, bon. Mais pas peu importe, c'est important. Mais tant mieux si on a une vie plus fine. Mais moi, je vous dis, ça vient de là. Par flottage, le bois arrivait très facilement par la Seine. Bon, alors donc, ils possèdent en Île-de-France et ils possèdent à Paris. Or, Paris est en pleine expansion économique. Et pas seulement, il n'y a pas que du politique. L'économique a même précédé le politique. Et l'évêque a des biens dans la cité, mais il a aussi des biens sur la rive droite, dans l'ancien quartier des Halles, vous voyez ? Donc, il est en pleine possession de revenus qui proviennent de l'expansion économique et de l'artisanat et des échanges qui sont faits à Paris, qui est à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, la plus grande ville d'Occident, avec probablement, on revoit tout le temps à la hausse, 250 000 habitants. Alors ça nous paraît peut-être ridicule, mais c'était à Florence, il y a 100 000 habitants. Et Paris, justement, Philippe Auguste en fait sa capitale en 1217. Oui. Et donc, Notre-Dame devient la cathédrale de la capitale. Et on voit d'ailleurs que cette dimension politique de la cathédrale a existé donc dès l'origine. Les différents rois vont avoir des liens personnels différents avec la cathédrale, mais restent indissociables d'elle. Oui, c'est vrai. Et surtout, si vous voulez, dès le départ, il y a la partition de l'île de la Cité. Oui, en fait, c'est une séparation, et cette intrication est en même temps séparation. Tout à fait. Puisque la partie orientale de l'île, c'est Notre-Dame, et la partie occidentale, c'est le palais de la Cité, le pouvoir politique. L'empereur Julien, donc on est au IVe siècle, était installé, quand il était gouverneur de Paris, il était installé, effectivement, là où il y a actuellement le palais de justice. Voilà. Donc on a cette partition, et en même temps, on a des liens. Et Maurice de Sully fait creuser la rue Neuve, qui conduit justement à la partie occidentale de l'île pour être plus près, lié, si vous voulez, au pouvoir royal, qui est installé là, à ce moment-là, le roi et les archives aussi, puisque c'est Philippe Auguste qui met les archives à cet endroit. Alors, très symbolique de l'État, voilà. Mais on a en même temps un roi, ça il faut quand même bien se le dire, qui reste itinérant, qui circule beaucoup en Île-de-France. C'est un roi chasseur aussi. Donc il est itinérant et il ne faut pas imaginer, si vous voulez, une centralisation aussi forte que ça a été le cas au XIXe siècle. Oui, et d'ailleurs, Notre-Dame n'a jamais été le seul édifice important. Il y a toujours eu des concurrents, je pense à Saint-Denis, plus tard à la chapelle du château de Versailles. Pourquoi est-ce que les rois n'ont pas voulu lui donner un ordre ? Alors là, c'est un vrai problème. Notre-Dame n'est pas une église nationale.
C'est pas l'église de la France, Non. comme on peut le voir dans Non. certains pays. Ben oui, c'est pas Westminster. Voilà. Donc, c'est une cathédrale qui est à la fois indépendante et dépendante. Et c'est ça le problème de cette cathédrale, c'est que... Alors, je dirais qu'elle va finir par être privilégiée. Mais la construction de ce privilège a été très longue. Les rois donnent ailleurs, ils donnent d'ailleurs peu à Notre-Dame, au départ, quelques sommes d'argent, même si Louis VII est un grand ami de Maurice de Sully, et a favorisé certainement, d'abord, son accès à l'épiscopat, 2, probablement la construction de la cathédrale, qui honorait la ville et qui honorait le royaume. Louis VII n'a pas donné grand-chose. Philippe Auguste a donné des reliques en 1217, vous l'avez dit tout à l'heure. Il a donné des reliques, un signe, parce qu'il fallait valoriser la cathédrale comme lieu de pèlerinage, ce qu'elle n'était pas. Mais ils n'ont jamais oublié Saint-Denis, où ils déposent ce qu'on appelle les régalias, c'est-à-dire les manifestations de la royauté sensible, la main de justice, les couronnes et l'oriflamme, donc on porte quand on part à la guerre. Et ils ont donc favorisé Saint-Denis, et Saint-Denis, surtout, s'est favorisé. C'est-à-dire qu'elle a lutté contre Notre-Dame pour avoir la prééminence, sans aucun doute. Saint-Louis fait construire la Sainte-Chapelle à l'intérieur du palais pour y mettre les reliques de la Passion qui ne vont pas. Elles ont été mises en dépôt un temps à Notre-Dame, mais maintenant, on vous montre la relique de la Passion, mais c'est une création du 19e, du 19e siècle. Les reliques de la Passion sont conservées à la Sainte-Chapelle, qui d'ailleurs est un reliquaire. C'est un vrai reliquaire. Et le roi les montre tous les ans au moment de Pâques, vous voyez, au peuple. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, à l'époque moderne, la chapelle royale de Versailles est concurrente, parce que le roi n'hésite pas à demander au prédicateur de Notre-Dame de venir jusqu'à Versailles, vous voyez, et de lui servir finalement en privé, la prédication. Donc on a des concurrences, et c'est une cathédrale qui, elle-même d'ailleurs, a peut-être essayé aussi de rester indépendante. Par exemple, Philippe le Bel, en 1302, il tient les États généraux. Bon, les premiers États généraux, entre guillemets, parce que, bon, ça n'a rien à voir avec ceux de 1789. Mais il y en a eu d'autres, en 1314. Ils ne se sont pas tenus à Notre-Dame. Qui n'a pas voulu ? Le roi ou la cathédrale ? Autrement dit, est-ce qu'elle a souhaité être instrumentalisée ? C'est pas sûr. Les évêques sont soucieux de leur pouvoir aussi. Alors, ils siègent au Conseil du roi. Il y a des liens très étroits. Ils siègent de fait toujours au Conseil du roi, l'évêque. Et les chanoines sont recrutés par le roi parce que ce sont des gens de savoir. Oui, c'est l'élite. Voilà, c'est l'élite intellectuelle. Ils sont recrutés au Parlement de Paris, où il y a des clercs, et à la Chambre des comptes, où il y a aussi des clercs. Donc on a beaucoup de chanoines qui sont en même temps, à la fois qui servent l'Église et qui servent l'État, par leur savoir. Ce qui fait que j'écris souvent que l'État est né dans le giron de l'Église, parce que ce sont des clercs qui l'ont formé. Il y a une étape qui est marquante dans cette relation entre les rois et Notre-Dame, c'est le vœu de Louis XIII, qui, en 1638, consacre le royaume, le roi et ses sujets français sous la protection de la Vierge Marie. Qu'est-ce que ça change, ça, pour la cathédrale ? Alors, ça change beaucoup de choses. Bon, alors d'abord, ça met l'accent sur la Vierge, donc du coup sur Notre-Dame. Et puis, surtout, l'idée était de marquer dans la pierre cette dédicace à la Vierge. Louis XIII n'a pas eu l'argent ni le temps, sans doute, de mener ce vœu à bien. Et c'est Louis XIV qui le fait, à la fin de son règne seulement. On est au début du XVIIIe siècle, juste avant sa mort. Et là, on fait éclater le jubé. La séparation. Entre la nef et le cœur, je entre précise. La nef et le cœur, sur laquelle on reviendra tout à l'heure avec l'archéologie. Entre la nef et le chœur, donc cette séparation qui protégeait les chanoines de la nef. Donc il est en partie démoli, et le sol est transformé, d'où le fait que le jubé démoli soit dans le sous-sol. Il fait refaire les stalles, donc des chanoines, qui sont absolument superbes. Les stalles sont des stalles du XVIIIe siècle, magnifiques. Et des statues royales entourent le maître-autel de la Vierge, statue de Louis XIII et statue de Louis XIV. Alors, c'est pas la première fois que le roi entre dans la cathédrale, sous forme de statue. Déjà Philippe le Bel et Philippe VI
avaient fait ériger, à la suite des victoires qu'ils avaient pu avoir contre les Flamands, ils avaient fait ériger des statues en bois du roi sur son cheval. Mais ces statues étaient placées à l'entrée du chœur, à l'extérieur, du côté de la nef. Donc les fidèles pouvaient les voir, d'accord. Mais on n'était pas rentré dans le sein du saint. Là, on est dans le sein du saint. C'est-à-dire qu'on est pratiquement à l'égal de l'archevêque, puisque désormais c'est un archevêque. Donc ça, comme consécration royale, c'est quand même formidable. Et c'est un côté baroquisant aussi, hein, parce que bon, le jubé médiéval n'était plus à la mode. On l'avait masqué avec des sortes de bois peints à la mode du XVIIe siècle, mais il était quand même toujours là. Donc on a tout démoli, enfin une partie tout au moins, et c'est la Révolution française qui a fini de le démolir. On parle toujours du fanatisme, là c'était peut-être, probablement salutaire. Oui. Justement, je voulais en venir à la Révolution française, et parce que d'ailleurs, juste avant, vous avez dit que Notre-Dame a peut-être toujours cherché à être indépendante du pouvoir de l'État, et vous écrivez à propos de la Révolution que les historiens ont longtemps mis l'accent sur le vandalisme des révolutionnaires qui ont vidé les niches de leurs statues, en particulier la Galerie des Rois, mais ça signifie aussi qu'aujourd'hui on nuance un peu plus ce propos. Oui, c'est vrai. On nuance un tout petit peu plus le propos parce que... Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de destruction, hein, bon. Mais il y en a eu aussi un petit peu au moment des guerres de religion. Ça, on connaît moins et c'est moins étudié, me semble-t-il. J'ai cherché. En particulier le jubé, je pense, avait été un petit peu abîmé au moment des guerres de religion. Notre-Dame étant un centre de la Ligue, hein, quand même. Donc, vous voyez, ça n'a quand même pas dû être si simple. Et sous la Révolution française, d'abord, la cathédrale subit toutes les décisions prises par les révolutionnaires. À un moment, d'ailleurs, elle devient église paroissiale comme les autres, hein, alors qu'elle ne l'était pas, ça on ne l'a pas dit, mais ça n'était pas une église paroissiale, hein, à partir du XIIe siècle. Puis finalement, elle est fermée. Alors Robespierre a fait beaucoup, je crois, pour essayer de temporiser les choses. Ça serait intéressant à étudier encore davantage, me semble-t-il, pour comprendre l'esprit peut-être pré-romantique de Robespierre, parce que c'est un personnage important, hein, dans notre vie politique. Enfin, ça, c'est une autre histoire, pas moi qui le ferai. Et il y a aussi, si vous voulez, des personnes qui vont sauver des éléments de la cathédrale à l'intérieur, et ça devient le fondement du musée des monuments historiques. Bon, donc je crois qu'il faut faire attention. Il n'y a pas uniquement des vandales, il y a aussi déjà des gens qui, à l'époque révolutionnaire, sont sensibles à la beauté et au sens, je dirais pas religieux, hein, parce que pas forcément, à la beauté de la cathédrale, voilà, au gothique. On est quand même, avec la Révolution, dans cette vague pré-romantique, qui fait que, par exemple, même quelqu'un qui n'est pas du tout un révolutionnaire, mais qui est la fin d'époque moderne, Jean-Sébastien Mercier, se plaint, parce que les Chanoines l'ont vandalisé, hein, la cathédrale, ça il faut le savoir. On n'hésite pas à couper dans le tympan du jugement dernier pour faire passer la procession, quand même. Tous les vitraux médiévaux ont été démolis par les chanoines. Il faut sans cacher les responsabilités des révolutionnaires qui sont très grandes. On a abattu les statues des rois de Juda par terre, parce qu'on pensait que c'était les rois de France. Les rois de France. Tout à fait. Et ils sont restés au moins 2 ans par terre, jusqu'à ce que justement quelqu'un anonyme... On va en parler. Voilà. Oui. Cette période se prolonge par la période napoléonienne, hein, et Oui. puis Oui. le sacre le 2 décembre 1804, puis à nouveau pendant la Restauration, l'entrée de Louis XIV à Paris, Oui. il va rentrer dans Notre-Dame, Louis XVIII, pardon. Le 19e siècle, c'est aussi celui de la première Restauration, Oui. qui a été confiée en 1843 à 2 architectes, Jean-Baptiste Lassus, qui va mourir avant la fin des travaux, et Viollet-le-Duc, qui va mener le projet à son terme. Il faut dire qu'il ne s'agissait pas de simples travaux d'embellissement, mais c'était une intervention nécessaire parce que le bâtiment était en très très mauvais état, ce qui sera le cas d'ailleurs pendant une bonne partie de l'histoire de la cathédrale. Vous racontez dans le livre les transformations qu'il a menées ainsi que les ajouts qu'il a réalisés. On pense bien sûr aux chimères qui ont complété les gargouilles médiévales sur les gouttières. Globalement, est-ce que vous considérez que le résultat de cette restauration est en rupture avec le Moyen-Âge ou est-ce qu'il en respecte l'esprit ? Alors, vous savez, je suis une farouche défenseuse de Viollet-le-Duc.
C'est rare chez les médiévistes, vous savez, parce que, bon, on peut toujours critiquer. Mais la cathédrale était en ruine. Enfin, pas tout à fait quand même, n'exagérons rien. Mais la flèche médiévale a été, alors là pour le coup, démolie par les révolutionnaires en 1793, mais par nécessité. Oui, parce qu'elle menaçait de tomber. Elle menaçait de tomber sur la population. Les arcs-boutants étaient complètement désagrégés. Viollet-le-Duc a réparé et il a conçu une réparation, une restauration qui était de construire finalement une cathédrale un peu idéale, quoi, quelque part. Alors, est-ce que c'est l'esprit du Moyen-Âge ? Et moi, je vous réponds oui. Je vous réponds oui parce que j'aime bien cette comparaison. Hein, je vais la redire, là, je l'ai écrite, mais je vais la redire. En fait, il a conçu la cathédrale comme un manuscrit médiéval. Un manuscrit sacré. Vous avez au centre le texte qui parle d'éternité, d'absolu, etc. Vous avez autour du texte des feuilles de vigne enlacées, autres feuilles, mais souvent des feuilles de vigne enlacées qui entourent le texte. Et dans la marge, vous avez les grotesques. Et des scènes libidineuses. Hein. On n'hésite pas, hein. On n'hésite pas au Moyen-Âge. Hein. On aime ce contraste entre, si vous voulez, la fête des fous, quelque part, et la hiérarchie sacrée. Alors, les chimères, c'est un ajout complet. Les gargouilles, il les a prolongées. Ça existait dès l'époque médiévale. Donc, les chimères, c'est ça qui est le plus. C'est le grotesque des marges. Vous voyez ? Elles viennent compléter quoi ? La flèche, 96 mètres. Qui est, si vous voulez, le texte sacré de l'absolu. Qu'on soit croyant ou non, c'est pas le problème. C'est pour ça que je suis très heureuse, moi, qu'on ait respecté la flèche de Viollet-le-Duc. Pas parce que je voulais que le bâtiment reste comme il était, non. Mais parce que je pense que c'est, comment dire, un hommage rendu à quelqu'un qui avait compris ce qu'était cette cathédrale. Cette restauration, elle s'imbrique avec un autre moment de croissance économique qui est le Second Empire, avec les travaux du baron Haussmann menés sous Napoléon III. Et ça va concerner en particulier l'île de la Cité, qui trouve là son aménagement actuel. Qu'est-ce que cela change pour Notre-Dame donc, en cet milieu du XIXe siècle et puisque c'est son aspect actuel au XXe siècle ? Mais écoutez, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait qu'on est en pleine expansion économique à nouveau. C'est drôle, hein ? Première phase, expansion économique, construction, rénovation, restauration, on est en pleine expansion. Alors, d'ailleurs, ce qui a permis à Viollet-le-Duc d'obtenir une rallonge financière pour terminer les travaux, parce qu'il avait dépassé le budget, ce qui n'est pas quand même, j'allais dire... C'est pas exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel, voilà. Alors donc, on a une cathédrale qui est totalement remise en valeur par le fait que les abords autour, du côté, cette fois-ci de la Seine, du côté d'Est, du côté oriental, sont dégagés, ce qui donne quand même un spectacle extraordinaire quand on est sur la Seine, de voir cette cathédrale émerger. On a l'impression qu'elle sort des flots. Hein. Et de l'autre côté, alors le parvis, puisque l'Hôtel-Dieu est détruit. Les Hôtels-Dieu étaient sur le côté de la Seine, devenu totalement insalubre. Et on construit le nouvel Hôtel-Dieu, qui d'ailleurs est fort beau, sur le côté du parvis, qui est démesurément agrandi. Alors c'est une place vide. Alors là, les avis sont très partagés, parce que cette place vide permet effectivement de voir la cathédrale, là aussi, alors émerger du côté ouest, et d'apprécier la façade. Au Moyen-Âge, on ne la voyait pas. C'était une toute petite place. On sortait de quelques ruelles et on tombait dessus. On serrait dans des ruelles. Et avec même quelques prostituées à côté, à Glatigny. Voire même à l'intérieur, d'ailleurs. Oui, à l'intérieur aussi, d'ailleurs. Mais enfin, bon, là, elles étaient chassées de temps en temps, quand même, oui. Elle est démesurée, cette place, c'est vrai. Alors, moi, je suis assez partagée, parce que moi, elle me permet d'aller vers la cathédrale moi-même, comment dire, comme une conquête, quoi. Voilà. Mais bon, ça, c'est très personnel, je crois. Et finalement, tout va être réaménagé dans les projets à venir. Et je pense que les projets sont assez beaux pour déminéraliser, si vous voulez. Parce que c'est vrai que c'est très minéral. Enfin, on a quand même le symbole du départ des kilomètres. Le kilomètre 00, voilà. effectivement. Tout n'est pas négatif. Ça va être réaménagé de façon un peu, moins minérale, quoi, voilà. Parlons justement du présent, Claude Gauvard. Déjà, de quelles sources écrites on dispose pour étudier, pour connaître la cathédrale, et puis notamment vous insistez sur de nouvelles archives qui sont en cours d'exploitation. Alors, on a beaucoup d'archives sur Notre-Dame. C'est peut-être probablement ce qui a fait peur à tout le monde. On a beaucoup d'archives qui sont de plusieurs ordres. On a les archives, comme pour tout bâtiment ecclésiastique, ce qu'on appelle des chartes,
qui sont donc aux Archives nationales, pour l'essentiel aux Archives nationales, des chartes qui décrivent le temporel de la cathédrale, des évêques et des chanoines. Le cartulaire, il y a eu un cartulaire qui a été publié au début du XXe siècle, qui recense, mais on dit toujours qu'il est mauvais, parce que ça n'a pas été fait de façon suffisamment scientifique. D'accord, mais personne n'a retravaillé sur les 4 volumes qui ont été publiés. Donc on travaille avec ce qu'on peut quand on est historien aussi, et moi j'ai travaillé sur le cartulaire publié. Parce que aller dans les chartes, vous y passez votre vie, voilà. Vous choisissez de travailler sur Notre-Dame, hein, et pas sur les archives judiciaires du roi de France, par exemple, voilà. Donc on a des archives sur le temporel. On a des archives sur la bibliothèque. Mais tout cela la bibliothèque a été évidemment confisquée, tout a été confisqué en 1790. Et on a réparti tout cela dans des lieux différents, entre la BNF, les archives, la Mazarine. C'est compliqué, vous savez, il faut s'y retrouver. Même si on a eu, Dieu merci, des inventaires qui ont été faits, depuis le Moyen-Âge d'ailleurs, hein, de la bibliothèque, qui était une bibliothèque très intéressante et très développée à l'époque médiévale, 300 manuscrits, c'est beaucoup, qui circulaient. Donc on a une bibliothèque, parce que quand vous avez une bibliothèque, vous savez quelle est la culture des gens qui sont dedans. Donc c'est quand même important pour savoir justement déceler la vie de Notre-Dame. Ce que j'ai essayé de faire moi, en tant qu'historienne, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la vie des chanoines, qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils pensaient, voilà. Et quel était leur degré de culture. Et puis, on a alors les archives du chapitre. Alors là, c'est une mine à partir du XIVe siècle. C'est une mine parce que le chapitre tient des assemblées toutes les semaines, il se réunit, et un greffier note ce qui s'est passé. Alors, au XVIIIe siècle, un des chanoines, Sarrazin, a fait un travail de bénédictin, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il a fait des résumés de ce qui était contenu dans les chapitres, dans les cartulaires. C'est conservé en double L aux Archives nationales, comme le sont les archives primitives. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les historiens ? Moi, la première, mais pas seulement moi. Ils ont pris le résumé. Et voilà, ils ont pris le résumé, qui est quand même beaucoup plus facile à lire, même si c'est en latin, c'est beaucoup plus facile à lire. Oui, mais le résumé, c'est un résumé d'un homme du XVIIIe siècle qui ne retient que ce qu'il a envie de retenir, et par conséquent, il y a beaucoup de choses qui lui ont échappé. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Si on fait un résumé au XXIe siècle, au XXIe siècle, on va effectivement retenir probablement ce qui intéresse l'homme du XXIe siècle. Donc, il a été très utile, mais en même temps, il a servi d'écran. Et pourquoi est-ce que maintenant on peut envisager ? D'abord parce qu'il faut un travail d'équipe, pas un seul homme, et qu'on a des moyens techniques, informatiques. Et 3 de mes élèves, d'ailleurs, se sont lancés dans l'affaire. Et c'est quand même assez fabuleux de voir, justement, ils ont obtenu ce qu'on appelle une ANR, c'est-à-dire de l'argent, avec emploi de moyens et de personnel pour travailler sur ces archives. Alors, on a les premiers résultats qui vont tomber. C'est assez fabuleux, ça va nous permettre de savoir beaucoup de choses sur la culture, sur aussi l'histoire du temps. Parce que les chanoines étaient comme vous et moi, des individus qui vivaient dans leur temps. Donc ils pouvaient noter aussi tel phénomène météorologique, tel événement politique, vous voyez, qui pouvait les intéresser. Donc on va avoir une vie à la fois des chanoines et de la société entière et de la politique qui va se développer pour le Moyen-Âge. Alors ça, c'est fait pour le Moyen-Âge. Les modernistes vont, j'espère, un jour prendre le relais, parce que ces manuscrits dure jusqu'à la Révolution française. On a les sources jusqu'à la Révolution. Donc ça permettra de mieux connaître l'histoire de la cathédrale et aussi de la cité. Oui, Et puis il y a un autre pan de recherche qui est les fouilles archéologiques. Alors, il y a aussi autre chose encore avant même les fouilles archéologiques qui est étudiée. Alors là, j'ai pas donné les noms de... On peut dire d'ailleurs les 3 élèves qui vont travailler dessus. Julie Claus et Darwin Smith, qui sont les plus essentiels. Ces deux-là, surtout, qui dirigent l'ANR. Hein, voilà. Et il y en a d'autres. Il y a Fabrice de Livray, qui est aussi un de mes élèves, voilà, qui travaille, lui, sur davantage les chanoines, l'épiscopat, etc. Donc, on a... C'est amusant que ce soit mes élèves qui s'occupent de ça. Ça ne m'étonne pas, parce que j'ai donné, moi, des maîtrises, 2, sur les registres canoniaux, dont un de 1409, qui est dans l'exposition dont on va parler dans un instant, et qui est exposé, ça m'a fait un choc. Mais c'est impossible,
pour un professeur de faire ça tout seul. Donc il fallait trouver le moyen, si vous voulez, technique pour y arriver, et l'argent aussi, bien entendu. Alors, on a aussi une étude, alors, sur l'enclos canonial et sur les maisons des chanoines. En parallèle, on rencontre avec justement l'étude des registres capitulaires, parce qu'on découvre, par exemple, que certains chanoines avaient 14 lits dans leur maison. Vous vous posez même des questions, hein ? Eh bien, c'était des petites écoles. Donc, on a une vie intellectuelle qu'on n'avait pas soupçonnée jusqu'à présent. Ouais, c'est un formidable champ de recherche. Ah, c'est un formidable champ de recherche. Ouais. Alors, la personne qui s'occupe là, donc au canonal, c'est Hélène Noiset. Elle le fait aussi à partir alors d'une recherche sur le cadastre. Là aussi, une recherche très sophistiquée. C'est une des grands spécialistes de l'histoire de Paris par le biais, justement, du cadastre, des cadastres modernes, de l'époque moderne, retraités par des géographes et des moyens techniques pour lesquels je ne suis absolument pas compétente, mais qui donnent des résultats formidables. Donc on a des recherches qui, effectivement, viennent autour des découvertes archéologiques. Justement, alors parlons de ces découvertes archéologiques. Il y a 2 exemples que vous avez cités précédemment dans l'entretien et qui sont dans le livre. Le premier, c'était en 1965, lorsqu'on fait des fouilles liées à la construction du parking Notre-Dame, et dont les résultats sont exposés dans la crypte, donc visible actuellement. Et puis en 1977, au hasard de la construction d'un autre parking, donc peut-être qu'il faut faire plein de parkings pour faire des choses. Et c'était en plus 20 rue de la Chaussée-d'Antin, donc pour les Parisiens, c'est dans le 9e arrondissement, près de l'Opéra, donc pas du tout à Notre-Dame, où là on retrouve 21 têtes qui appartiennent au statut des rois de Juda qui avaient été démontés par les révolutionnaires. Mais là, c'était du hasard finalement. Oui. Et aujourd'hui, depuis 2022, à l'occasion du chantier, ce sont des fouilles qui sont menées scientifiquement sous l'égide de l'INRAP, qui est donc l'Institut national des recherches archéologiques préventives. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premières découvertes ? Comment on a progressé dans la compréhension de l'histoire de la cathédrale ? Alors, moi, je ne suis pas archéologue, donc je suis simplement parmi les scientifiques de la cathédrale, voilà. On avance sur la chronologie, déjà, de la construction, qui est revue et qui explique l'homogénéité, finalement, du bâtiment, parce qu'on a longtemps pensé que, si vous voulez, le chœur avait été couvert après avoir été consacré. En fait, non. Il y a eu peut-être un incendie en 1218, et ils ont trouvé d'ailleurs des traces d'incendie, peut-être, et à partir de là, une reconstruction du chœur et en même temps que la nef. Donc on a une chronologie qui est beaucoup plus, continue qu'on ne le pensait. Et vers 1230, pratiquement, tout le gros œuvre est achevé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir des éléments, mais ça, c'est trop tôt, sur la construction des murs. Grâce aux photographies, là aussi, aux techniques, sur l'accès aux murs n'avait jamais été possible de cette façon. Et là, on aura des résultats, mais dans les 4 ou 5 ans à venir. Faut attendre que les scientifiques travaillent et publient leurs résultats. Et le publient de façon, j'allais dire, pas seulement entre spécialistes, mais aussi au public, qui a droit, à mon avis, à savoir. On a découvert, par exemple, aussi que les pierres étaient agrafées avec du fer, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et que Notre-Dame, alors ça c'est Maxime l'Héritier, qui est le grand spécialiste de cela, et qui lui alors divulgue. Et ses résultats, et tant mieux. Il y a beaucoup d'agrafes en fer. Alors le fer va être analysé, il est en cours d'analyse. Les premiers résultats disent que finalement, il y a du réemploi, beaucoup. Ce réemploi, réfléchissons, ça veut dire qu'on n'apporte pas le fer tout neuf depuis la Seine, mais qu'on réemploie sans doute sur place. Et que du coup, la ferronnerie à Paris devait être très importante. Et qu'on a, par conséquent, des artisans qui ont été sollicités, des artisans parisiens, qui ont été sollicités pour la construction de la cathédrale. Même chose pour les pierres, etc. Enfin bon, on va savoir exactement d'où viennent toutes les pierres. Donc on est en cours de travail là pour ça c'est sûr. Mais il faut attendre, il faut être patient, il faut laisser les scientifiques réfléchir et ensuite donner leurs résultats, de façon à les vulgariser de façon convenable. C'est pour ça que je parle très peu d'archéologie. Moi. D'abord, c'est pas ma spécialité, mais en plus, moi je pense qu'il faut être prudent. Il faut être prudent, il faut attendre.
Par exemple, dans les communications au grand public, on a entendu au mois de septembre l'annonce de la découverte de 2 sarcophages en plomb. L'un qui est celui d'un chanoine, donc ce qui est habituel parce que parfois on était enterré dans la cathédrale, et l'autre serait peut-être celui du poète du XVIe siècle, Joachim du Bellay. Oui, est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est confirmé? Alors, écoutez, pour l'instant, je ne suis pas si sûr que ça soit confirmé, mais c'est plausible. Je ne sais pas comment ils pourront d'ailleurs le confirmer. Alors là, on touche à quelque chose qui est l'archéologie. J'allais dire, on est dans le vivant des choses qu'on voit. C'est-à-dire, ces sarcophages, ça montre que c'était des personnages importants, parce que c'est cher, hein, qu'il y ait des chanoines enterrés, des clercs dans la cathédrale, ça n'a rien d'extraordinaire. S'il y a des laïcs beaucoup, là, c'est plus compliqué. Parce que justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est faite pour les clercs, mais de quand datent ces laïcs ? On sait que Philippe Auguste, par exemple, a fait enterrer sa première femme, Isabelle de Hainaut, en 1190, qui était morte dans l'accouchement à Notre-Dame. Mais c'est tout à fait, tout le monde se compare pas à une reine. Donc, est-ce que c'était des gens uniquement de sexe masculin, de sexe féminin? Ça, on peut le savoir avec l'archéologie, avec les analyses. Donc, attendons là aussi. Attendons, mais là, on va savoir. Et peut-être qu'il faudra corriger un certain nombre de réflexions. C'est peut-être une cathédrale davantage ouverte aux laïcs qu'on ne pensait. Mais à quelle époque? Est-ce que c'est dès le Moyen-Âge? Est-ce que c'est plutôt à l'époque moderne? Ce que je serais encline à penser. Voilà. Alors, en revanche, la grande découverte pour moi, c'est le jubé. Et sa décoration, c'est ça? Oui, bien sûr. Le jubé, mais c'est pas seulement sa décoration, c'est sa datation. C'est un jubé en bois ou en bois? Non, en pierre. En pierre, hein. En pierre. En pierre, c'était imaginer une masse. On ne sait pas comment il était. Il y a une reconstitution dans le dictionnaire raisonné de Viollet-le-Duc de l'intérieur de la cathédrale, où on voit un énorme jubé. On sait, parce qu'il y en a quand même des cathédrales qui ont conservé des jubés. Mais c'était énorme, en pierre. Mais on ne sait pas exactement quelle était l'iconographie complète. On avait 2 morceaux que Viollet-le-Duc avait retrouvés et mis de côté, qui sont conservés au Louvre, et qui représentent Adam et Ève, avec derrière l'enfer, une femme qui manie le feu. Donc on pense que c'était effectivement la descente du Christ aux enfers. On dit au limbe, mais c'est faux, c'est aux enfers. Pourquoi ? Parce que c'est la reprise de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, qui étaient très, très, vulgarisés à l'époque médiévale, et qui servent de base à la croyance, même dans la vie de la Vierge, etc. La vie de la Vierge, vous cherchez dans la Bible, vous ne trouvez rien. C'est les évangiles apocryphes qui ont tout inventé. Donc, on a là une descente du Christ au limbe, entre guillemets, donc plutôt pour moi aux enfers, car la grande question c'était qu'est-ce qu'il a fait pendant les 3 jours, entre le moment où il est enterré et le moment où il est ressuscité. Donc voilà, on a un jubé on a retrouvé des morceaux du jubé, effectivement, qui servaient de soubassement au cœur, qui avait été refait au sol, qui a été refait au XVIIIe siècle. Alors, c'est très important ça. Parce que les têtes qui ont été retrouvées, on peut les dater contemporaines des rois de Juda. Donc, 1230. Moi, j'ai enseigné, et j'ai écrit dans mes premiers livres, que le jubé avait été construit à la fin du XIIIe siècle, parce que les chanoines en avaient ras-le-bol d'entendre les fidèles faire du bruit autour d'eux, puisqu'on y passait des contrats, on faisait rien que le pèlerinage, si vous voulez, autour du déambulatoire, ça faisait du bruit. Mais pas du tout. C'est la conception, dès le départ, dès la construction, d'une séparation entre les chanoines et les laïcs. Autrement dit, c'est le point d'aboutissement monumental, sculptural, de la réforme grégorienne. Distinguer les laïcs des clercs. C'est magnifique. Pour moi, c'est un changement, mais alors ça me conforte dans l'idée que la cathédrale était faite pour les clercs, mais dans un lieu précis. Vous voyez ? Dans un lieu précis. Elle n'était pas non plus... C'est cette séparation qui est très importante. Et c'est ça que, si vous voulez, le 19e siècle a fait sauter. Et c'est là où Viollet-le-Duc est dans son temps. Il est un fils de Lacordaire, si vous voulez, quelque part. De la prédication de Lacordaire. C'est-à-dire qu'en fait, la cathédrale est faite pour les fidèles. Elle est faite pour les fidèles. Voilà. Ça change tout. Elle est faite pour les fidèles. Et moi, j'ai un symbole très fort. Viollet-le-Duc a ouvert la cathédrale aux fidèles. Et qu'est-ce qu'il prouve ? Jusqu'à la Révolution française, l'évêque
sortait toujours, et c'est vrai après, par le transept sud. C'est vrai après. Mais sur le transept sud, à l'intérieur, il y avait Adam et Ève. La statue d'Adam, elle est au musée de Cluny. Rien que cette statue vaut la visite au musée de Cluny. C'est le plus beau nu du Moyen-Âge. Je répète là ce que disaient les historiens d'art. Caché au public. Caché. Parce que l'évêque est responsable entièrement, lui seul, du salut des fidèles. C'est lui qui est le pasteur. Et qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la lumière. Viollet-le-Duc a placé Adam et Ève de part et d'autre de la Vierge sur la façade, au-dessus de la galerie des rois. C'est symbolique. La cathédrale est ouverte au peuple. Ces travaux sont l'occasion de remettre en valeur Notre-Dame qui appartient à l'État, donc des collaborations entre l'État et la mairie de Paris, mais aussi le diocèse, puisque je crois que le nouveau circuit qui s'ouvre, qui est mis en place par le diocèse, vise aussi à reconstituer, à mettre en valeur l'aspect spirituel du lieu. Oui. Vous avez parlé aussi des aménagements alentours qui vont peut-être aussi dégager la vue de Notre-Dame. Il y a des nouveaux vitraux qui sont installés, un nouveau mobilier liturgique plus contemporain qui va être mis en place. Du point de vue scientifique, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réouverture ? Est-ce que les historiens, les archéologues, travaillent à une nouvelle exhibition, une nouvelle exposition de ces trouvailles ? Qu'est-ce qui est prévu ? Oui, alors là, il y a actuellement, jusqu'au mois de mars, une exposition qu'il ne faut absolument pas rater, qui est au musée de Cluny, qui fait parler les pierres et fait parler aussi les livres. Donc il y a les deux aspects. Il ne faut surtout pas, quand on y va voir l'exposition, oublier de monter au premier étage, près de la Dame à la licorne d'ailleurs, la salle qui est juste avant. Et c'est une exposition très très intéressante, scientifique, qui montre comment les historiens et archéologues peuvent dialoguer pour reconstituer à partir de morceaux des pans entiers de personnages, quoi. Non, c'est une exposition qu'il ne faut absolument pas rater parce qu'elle est magnifique. Elle est magnifique, un peu difficile, bien sûr, mais magnifique, pour tous ceux qui aiment l'histoire. Voilà. Donc, il y a aussi, parallèlement, quelques conférences au Collège de France, mais qui se terminent là, sur quelques découvertes, justement, d'aspects différents des découvertes, mais les scientifiques restent extrêmement, frileux. Voilà. Mais je pense qu'ils ont raison, dans un premier temps. Pour terminer, j'avais commencé l'entretien en vous demandant où vous étiez le 15 avril 2019 et je voulais vous demander où vous seriez le 7-8 décembre 2024. Est-ce que vous allez assister à la cérémonie d'inauguration ? Est-ce que vous avez déjà réservé votre première visite ? Non, malheureusement. Bon, alors, oui et non. J'ai été sollicitée par Radio Notre-Dame pour parler le 8 au matin. Donc ça, je pense que s'ils sont toujours d'accord, j'irai parler entre 9h et 10h30. Mais vous savez, les historiens sont des gens modestes, finalement relativement peu connus, et tant mieux, peut-être. Donc, je ne suis invitée en rien dans toutes ces cérémonies, qu'il s'agisse de celles de l'État ou celles de l'Église. L'Église, ça peut se comprendre, parce que je pense qu'ils ont privilégié des gens qui, effectivement, aussi sont des assidus de la messe, voilà, c'est tout à fait normal. Parce que le problème de Notre-Dame, c'est que ça n'est pas un monument, c'est un lieu de culte. Alors, c'est pour ça que je militais depuis très longtemps, mais bien avant l'incendie, depuis une vingtaine d'années avant même. Il y a eu même un article dans Le Monde, parce que j'ai milité pas toute seule, avec d'autres, pour qu'il y ait un musée. Non pas un musée, d'ailleurs, on ne le concevait pas comme un musée à l'époque, parce qu'il n'y avait pas ce drame qui s'était produit, mais comme une pièce d'initiation, vous voyez, un lieu d'initiation à la cathédrale, justement dans une des salles de l'Hôtel-Dieu. Mais comme on a voulu en faire parce que là aussi, alors là, pour le coup, c'est l'assistance publique, on oublie aussi, qui entre en jeu. Donc on est dans le même système qu'au Moyen-Âge. Il y a des conflits de juridiction, des conflits d'intérêts, bien entendu. Et voilà. Alors, ça va peut-être se faire avec le musée de l'œuvre, mais ça ne sera pas tout de suite. Donc, pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'il faut un lieu vraiment où ceux qui sont intéressés peuvent connaître des choses sur l'histoire de la cathédrale. Vous comprenez, quand vous rentrez, alors ça c'est passionnant aussi, voilà, regardez, quand vous rentrez, vous faites la queue, vous rentrez dans Notre-Dame, 13 millions de spectateurs, de visiteurs, vous ressortez au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Qu'est-ce que vous avez vu ? Rien. Rien, parce que rien n'est expliqué. Il ne faut pas stationner. Donc rien n'est expliqué. Vous êtes sevrés. Parce que la cathédrale, c'est un lieu de culte, mais c'est aussi un monument historique. Donc il y a bien un lieu où il faudrait l'expliquer. Tout ce que je viens de vous dire, là, ça peut très bien être
à la portée de tout le monde, dans un lieu. Et ils vont ceux qui ont envie d'y aller. Donc cette visite, qu'est-ce que c'est d'autre ? Et c'est pour ça que je termine mon livre là-dessus, quoi. C'est une visite patrimoniale. On vient respirer l'air de la cathédrale. Pas autre chose. On va même pas sur le transept nord, voir ce qui est médiéval. Donc on est devant un monument qui est à la fois très connu et mal connu. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il soit un peu moins mal connu. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire Ce que sais-je. Parce que ça, c'est facile à lire. Et ça donne déjà quand même une idée peut-être de l'ampleur historique, la profondeur historique du bâtiment. En tout cas, c'est une bonne première approche. Votre livre, merci beaucoup Claude Gauvard d'être venu le présenter. Donc je rappelle le titre, tout simple, Notre-Dame de Paris, un livre de la collection Que sais-je aux éditions des Presses universitaires de France, qui est sorti donc le mois dernier. C'est l'occasion de découvrir un peu mieux l'histoire des 800 ans de la cathédrale. Et maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, comme on l'avait dit au départ, on va passer au bonus concocté par Adrien, et je sais que vous, Claude, vous l'attendez aussi. Il va nous parler de toute la littérature, une revue amoureuse de toute la littérature qui a inspiré Notre-Dame. On va parler bien sûr des grands classiques, mais aussi des écrits beaucoup moins connus. À l'issue de cet entretien, sans doute que la pile des livres à lire va augmenter significativement là sur la table de chevet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et Adrien, je te passe la parole. Bonjour Hassan, et merci déjà pour me mettre la pression. J'espère faire augmenter la liste de piles à livres de tes auditeurs, mais ça m'oblige à être bon, et j'espère que tes auditeurs seront intéressés par ce petit bonus littéraire, effectivement, que tu m'as très gentiment proposé de rajouter à la fin de ton interview avec Claude Gauvard. Et d'ailleurs, j'étais encore plus ravi lorsque tu m'as dit que ça serait à la suite de cette interview que cette petite chronique allait passer, parce que je suis très intéressé par son œuvre et ça m'intéresse beaucoup. Donc je suis d'autant plus ravi. Donc bonjour à ton invité, bonjour à toi Hassan, bonjour à tous tes auditeurs. Et effectivement, j'ai déjà eu l'honneur de venir à plusieurs reprises parler d'histoire, et j'espère un jour revenir, parce que c'est toujours un plaisir de venir participer à ton podcast historique, qui pour moi, je te l'ai dit, fait partie de ceux qui se sont installés dans le paysage du podcast historique français. Pour moi, tu fais partie des incontournables que je ne rate jamais, donc d'autant plus fier de participer. Et donc oui, je vais parler de littérature. Notre-Dame de Paris est forcément présente dans la littérature. On va le voir à travers plusieurs ouvrages, comme tu l'as dit, oui, effectivement, des grands classiques, d'autres œuvres moins connues, des auteurs peut-être qu'on ne connaît pas forcément, ou alors même des auteurs très connus, mais avec des œuvres plus secondaires de ces grands auteurs. Je pense à un en particulier sur lequel nous allons revenir. Et puis également, je me suis rendu compte en faisant ces petites recherches sur Notre-Dame de Paris et dans la littérature, je me suis rendu compte qu'il y a effectivement des textes qui ont été consacrés, écrits pour Notre-Dame de Paris, d'autres qui l'ont été pour rendre un hommage à la suite des terribles événements et du terrible incendie qu'a connu Notre-Dame de Paris il y a quelques années. Et puis également, et on va le voir, Notre-Dame de Paris est présente dans la littérature sans forcément qu'elle soit au cœur de l'ouvrage en question, mais comme un témoin. Et je trouve que ça dit beaucoup du rôle qu'a Notre-Dame de Paris, au-delà, encore une fois, de l'aspect religieux, au-delà de l'aspect, de l'édifice cultuel qu'il peut être. On peut comprendre, à travers la littérature, qui est l'un des témoins, l'une des apparitions de l'importance culturelle et de l'importance populaire qu'a Notre-Dame de Paris, on peut comprendre l'émoi très global qu'avait eu Notre-Dame de Paris sur tous, et pas seulement les catholiques à l'époque, et on le comprend à travers ce rôle de témoin qu'elle a eu, et je vais essayer d'étayer mes propos par quelques œuvres. Alors évidemment, de suite, lorsqu'on pense à Notre-Dame de Paris, on pense évidemment à Victor Hugo. Et cet immense roman qui s'appelle Notre-Dame de Paris, et là, écoute, je pense que vous en avez très certainement parlé pendant l'interview, je ne sais pas. Bon, en tout cas, beaucoup l'ont acheté à la suite de l'incendie, beaucoup l'ont lu, beaucoup cité notamment ce fameux passage du livre 10 dans lequel il était évoqué une flamme à propos de Notre-Dame de Paris, Quasimodo, Esmeralda, des personnages qui gravitent autour de Notre-Dame de Paris, une description extraordinaire, pas seulement de la cathédrale, mais aussi de l'île, de la cité. Bref, c'est un chef-d'œuvre à lire,
Et Victor Hugo, dans ce livre, déjà s'inquiète de l'état de piètre qualité de la cathédrale, des massacres architecturaux qu'elle a subis, selon lui, dans les siècles précédents. Et c'est une déclaration d'amour non seulement à Notre-Dame de Paris, mais à Paris de manière générale et à cette aile de la cité. Mais il y a d'autres grands auteurs, d'autres grands écrivains qui ont écrit sur Notre-Dame de Paris. Je pense par exemple à Théophile Gautier, que peut-être l'une des plus belles plumes. Il a écrit, à propos d'ailleurs du livre de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, il a écrit « Ton livre dans ma poche, autour de Notre-Dame, je suis allé souvent, Victor ». Il a consacré également un très beau poème, l'un de ses plus beaux poèmes, en 1838, à la cathédrale elle-même, plus de 150 vers pour célébrer la grandeur du lieu. Je cite par exemple « Cathédrale de brume aux arches fantastiques, montagne de vapeur, colonnade portique, que c'est grand, que c'est beau, les frêles cheminées, de leurs turbans fumeux en tout temps couronnés. » C'est somptueux. Autre poète du XIXe siècle, Gérard de Nerval, dans ses fameuses Odelettes, lui aussi parle de Notre-Dame de Paris, et lui aussi présage un destin funeste à la fameuse cathédrale. Alors évidemment, tous ces gens-là ne sont pas devins, mais lorsqu'on parle comme ça d'une icône sacrée d'une ville, d'une icône sacrée d'une culture, il y a ce petit quelque chose de gothique, ce petit quelque chose de métaphysique que d'imaginer sa chute. Un autre poète, un immense poète, qu'on lit pas assez, à mon sens, et qu'on devrait davantage lire, c'est la poésie. Vous pouvez la trouver et l'offrir si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui aime la poésie, offrez la Pléiade de Charles Péguy. C'est quelque chose d'extraordinaire, et dans un poème qui s'appelle Le porche du mystère de la deuxième vertu en 1911, il évoque Notre-Dame de Paris avec son style très répétitif mais somptueux. Donc je l'ai dit, Charles Péguy, Théophile Gautier, Victor Hugo, Louis Aragon, évidemment, aussi, Louis Aragon, grand poète, mais pas seulement, Paul Claudel, également, Paul Claudel, qui raconte son épisode d'une révélation qu'il aurait eue dans la nef de la cathédrale en 1886. Donc vous pouvez trouver tous ces textes, vous pouvez trouver tous ces amoureux de Notre-Dame de Paris et de Paris. Je parlais tout à l'heure d'Aragon, et je vais le citer parce que c'est vraiment somptueux. Qui n'a pas vu le jour se lever sur la Seine, ignore ce que c'est que ce déchirement, quand prise sur le fait, la nuit qui se dément, se défend, se défait les yeux rouges, obscènes, et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant. C'est la première fois que j'ai lu ça, lorsque j'ai préparé cette petite chronique, je suis resté sans voix. Donc ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, des grands classiques qui ont écrit sur Notre-Dame de Paris. Évidemment, il y en a un autre, que j'ai pas cité pour l'instant, c'est Huysmans. Huysmans qui est très sévère, Carl Joris Huysmans qui est très sévère dans plusieurs textes qu'il a écrits, notamment le Tour de France, ou dans même un texte qui s'appelle Cathédrale. Huysmans est très sévère avec les siècles précédents qui ont méprisé selon lui le Moyen-Âge, et lui il veut revenir à ces puretés architecturales du Moyen-Âge, et il reproche même, on va dire, au XIXe siècle d'avoir fait du parvis de Notre-Dame un lieu touristique, d'avoir supprimé les maisons qui étaient vraiment très proches du parvis de Notre-Dame. Et lui, ce qu'il reproche également, ce qu'il regrette, c'est la disparition de la symbolique des cathédrales. Et il le dit, pourtant, l'âme des cathédrales existe, l'étude de la symbolique le prouve. Donc, je le disais, plusieurs grands classiques qui ont étudié et qui ont chanté leur amour pour la cathédrale. Je vais également citer un roman. Celui-ci, je pense que vous pouvez l'ajouter dans votre liste de piles à lire. Alors, je le disais tout à l'heure, quand je parle de la poésie de Péguy, la poésie d'Aragon, si vous avez vraiment des gens autour de vous qui aiment la poésie, offrez-leur. Péguy, Nerval, Aragon, tous ces gens-là qui ont écrit, Théophile Gautier aussi, tous ces gens-là qui ont écrit sur Notre-Dame de Paris, mais toute leur poésie est sublime. Mais là, je vais vous parler d'un livre, d'un roman, peut-être un peu moins connu, un roman de Patrick Grinville, qui s'appelle Les Anges et les Faucons, un roman qui a été écrit en 1994. Je pense qu'il doit pouvoir se retrouver. Moi, je l'ai dans une vieille édition que j'avais trouvée en boîte à livres. Tu connais, Rassan, mon amour pour les boîtes à livres. Et c'est une sorte de roman autobiographique qui est juste, mais génial, qui est bouleversant,
à la fois récit d'apprentissage, à la fois récit gothique. Ça oscille entre Notre-Dame de Paris et l'éducation sentimentale presque. C'est le narrateur qui fait ses études à Paris, il se sent exilé, il se sent seul, il se sent presque hypocondriaque. Et en fait, l'étudiant, accompagné de son aimante, trouve refuge sur le toit de plomb de Notre-Dame, où les touristes ont gravé leur nom du monde entier. Et la cathédrale où il y a plein de faucons, c'est pour ça que le titre c'est Les anges et les faucons, parce que cette cathédrale est remplie de ça, de ces anges et de ces faucons, et c'est le centre des intrigues. Et tu vas voir, Hassan, vous allez voir, chers auditeurs, à quel point ça a son importance. Et c'est un texte très bien écrit, et c'est un immense hommage à Notre-Dame de Paris, tout en étant un roman, je le disais, d'apprentissage assez exceptionnel. Voilà, donc, conseil vraiment que je peux faire, c'est ce livre qui s'appelle donc Les anges et les faucons. Je le disais tout à l'heure, des auteurs plus contemporains ont écrit leur douleur à la suite de l'incendie de Notre-Dame. Je pense évidemment à Sylvain Tesson, dans ce livre qui s'appelle Notre-Dame de Paris, aux reines de douleur. C'est celui qui m'est le venu en tête en premier, mais vous en avez d'autres très certainement. Vous avez également des bandes dessinées, des ouvrages très importants sur Notre-Dame de Paris et qui expliquent très bien ça. Donc, vous voyez, Notre-Dame de Paris, l'hommage des grands poètes de tout temps, et puis l'hommage également après coup, qui témoigne du bouleversement que ça a été. Et on retrouve plusieurs livres comme ça, et ce n'est pas rien qu'en ce moment, on a également une actualité littéraire importante autour de Notre-Dame de Paris. Ça dit l'importance que ça a. Et l'importance, je le disais en tout début de chronique, Hassan, parce que, et c'est là que j'ai envie d'apporter ce petit quelque chose, même si là on n'est pas dans des livres qui ont été consacrés à la cathédrale Notre-Dame. Mais pour moi, ils sont très importants, ces livres, parce qu'ils reflètent le rôle de témoin qu'a eu la cathédrale de Notre-Dame. C'est-à-dire que la cathédrale de Notre-Dame de Paris, depuis qu'elle a été construite, elle a toujours été là. Elle a toujours observé tous les événements de la ville de Paris. L'avènement de la Renaissance, la fin des temps modernes, la Révolution, tout le 19e siècle. Elle a regardé avec sa stabilité tout le 19e siècle. Et oui, quand ce que tu disais tout à l'heure, que j'allais faire une sorte de chronique amoureuse et littéraire de Notre-Dame de Paris, oui, parce que je crois vraiment que la littérature symbolise, et la littérature et la photographie du rôle importantissime qu'a joué Notre-Dame de Paris. Elle a toujours été là, elle a toujours été un témoin, elle a toujours été une sorte de phare pour les Parisiens. Et ça se voit dans la littérature. En fait, tu prends les grands classiques de la littérature, Notre-Dame de Paris est évoquée sans lui accorder une importance immense, mais juste pour dire qu'elle est là en fait. C'est un repère, c'est quelque chose où tout le monde va savoir ce que c'est. Il va y avoir même parfois des sortes d'humour liés à Notre-Dame de Paris. Une adresse, un lieu, un repère, une action qui s'y déroule. Et je pense par exemple à 20 ans après, d'Alexandre Dumas, mais un roman exceptionnel, 20 ans après la suite des Trois Mousquetaires, a été évoqué comme ça, pour fêter la victoire de Lens, le Te Deum, qui est chanté à Notre-Dame en l'honneur de la victoire de Lens. Et d'ailleurs, ça dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que c'est une immense fête, que cette célébration de la victoire de Lens. Et en fait, Alexandre Dumas nous dit « Tout le long des quais, on voyait de longues files de bourgeois, d'artisans, de femmes et d'enfants, donc déjà toutes les couches de la société, se rendant à Notre-Dame, semblable à un fleuve qui remontait vers sa source. » Et au-delà de la métaphore, je trouve que c'est vraiment marquant. Moi, ça m'a bouleversé lorsque j'ai lu cette phrase. Que ce peuple parisien, toutes couches confondues, tout genre confondu, qui vont vers Notre-Dame comme un fleuve. Tu vois, le peuple parisien qui est comparé à un fleuve qui remonte vers sa source. Et Notre-Dame de Paris, encore une fois, au-delà de son aspect religieux, qui serait un peu la source de ce peuple parisien. Je trouve ça très juste et très beau. Et également, chez Dumas, je voulais également citer un livre aussi important qui s'appelle La Reine Margot. Et là aussi, d'évoquer Notre-Dame, parce que le mariage du futur Henri IV et de Marguerite, donc de Marguerite de Valois, pas Marguerite de Navarre, mais Marguerite de Valois, la fille de Henri II. On parle d'histoire, donc tes auditeurs savent très certainement de quel mariage il s'agit. Il a été célébré à Notre-Dame de Paris et il est très rapidement cité. Voilà, le mariage a été célébré sur un théâtre dressé à la porte de Notre-Dame, et après Notre-Dame est évoqué plusieurs fois. Je pense à un autre grand classique de la littérature, l'autre peut-être grand chef-d'œuvre du 19e siècle, après Les Misérables de Victor Hugo. J'ai pas cherché d'ailleurs si dans Les Misérables elle était évoquée, mais
je suppose que oui, ce nom doit au moins apparaître. J'ai recherché, j'ai le PDF chez moi sur mon ordinateur du livre Les Mystères de Paris. Eh bien, figure-toi que j'ai cherché très simplement par curiosité pour cette chronique l'appellation Notre-Dame. Je suis tombé sur plus de 23 fois où Notre-Dame est citée. Parfois, c'est vraiment juste pour faire un repère. Un homme d'une soirée pluvieuse qui arrive dans un quartier qui s'étend jusqu'à Notre-Dame. Juste un petit repère. Et puis parfois, ça va être une action qui va se dérouler. 2 hommes, à un moment donné, qui se disputent non loin du parvis de Notre-Dame. Ou encore quelqu'un qui va dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour elle ? Est-ce que tu veux que je me jette depuis les tours de Notre-Dame ?» Donc, tu vois, c'est incrusté, intégré dans l'histoire, sans être complètement dirigé et écrit en hommage à Notre-Dame, mais ça fait partie du paysage. Et c'est important, ça fait partie de l'histoire, c'est un personnage, comme chez Victor Hugo, Notre-Dame de Paris est un personnage de l'histoire de la littérature. Donc je disais, 20 ans après, Les Mystères de Paris, encore également, donc je disais, La Reine Margot de Dumas, mais chez Balzac aussi. Chez Balzac, avec, par exemple, des livres un peu moins connus de Balzac, L'envers de l'histoire contemporaine. Un roman qui fait partie de la comédie humaine, beaucoup moins connu. Et en fait, il va se passer, ça va raconter l'histoire d'une société secrète à but charitable, donc une sorte de société occulte. Et cette société occulte, elle se réunit où ? Dans un quartier désert, non loin de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ça a toute sa importance que justement, cette société se réunisse vers cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Et autre roman dans lequel il l'évoque, c'est dans Les Proscrits. Donc dans Les Proscrits de Balzac, l'action se déroule dans le quartier de Notre-Dame de Paris. Et là, ces fameuses maisons qu'évoquait, parce que là ça se passe au début du XIVe siècle, des maisons qui étaient vraiment collées à Notre-Dame de Paris. Donc Notre-Dame de Paris, qui n'est pas du tout un lieu seulement religieux, pas un lieu de bourgeois ou d'aristocrates ou de commerçants, mais un lieu où en fait, et l'histoire de la littérature le montre, toutes les couches de la société l'ont visité, l'ont parcouru, ont vécu non loin de là. Voilà, donc c'est vraiment très important. Donc voilà, j'en termine là cette chronique. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Tu m'avais dit, et je t'avais prévenu que si tu ne me donnais pas de durée, de limite maximale, moi je pouvais durer encore à des heures. Là, j'aurais pu encore continuer longtemps, mais je regarde le chronomètre et je pense que c'est largement suffisant. Voilà, ce que je voulais vous montrer à travers cette chronique, c'est qu'il y a évidemment les textes les plus célèbres qui ont été écrits en hommage à Notre-Dame de Paris, mais l'histoire de la littérature en elle-même déjà montre son importance parce que, quoi qu'il en soit, lorsqu'un roman classique ou non classique se déroule à Paris, Notre-Dame de Paris n'est jamais bien loin. Merci Rassan, et puis à très bientôt, et je salue une nouvelle fois ton invité et tous tes auditeurs. À très bientôt et lisez des livres, surtout en cette période de Noël, offrez des livres, c'est important. Merci beaucoup Adrien pour ce tour de la littérature. Moi j'ai appris beaucoup de choses, notamment en poésie. Donc merci beaucoup de ton travail et surtout de nous le faire partager. Je signale à nos auditeurs que tu fais partager ta passion de la littérature et ta grande connaissance aussi sur ta chaîne YouTube qui se développe de plus en plus, sur ton podcast Les Mémoires d'Adrien et puis sur Twitter X. Pour ceux qui sont abonnés, tu nous interroges beaucoup aussi, nous, tes auditeurs, sur nos habitudes de lecture. Et donc merci beaucoup pour cette interactivité. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, il me reste à conclure et j'espère que vous avez apprécié cet épisode à la fois historique et littéraire et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. À très vite.